Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous reviendrons sur cet instant à l'occasion du Vendredi Saint, la traditionnelle procession du Christ mort dans les rues du Rocher et à la cathédrale. Du sport avec du basket, la Roca Team reçoit l'élan béarnais demain à Gaston Médecin en championnat. Puis nous irons rejoindre Yann Soren-Cabioche et Tristan Nardi à Cape Town. Les deux jeunes rugbymen monégasques sont en Afrique du Sud depuis le début de l'année, où ils ont intégré un camp d'excellence pour se perfectionner. La 11e édition du Salon du Livre a ouvert ses portes aujourd'hui. Nous nous sommes baladés dans les allées de cet événement qui accueille de grands noms littéraires. Justement, l'auteur de Charlotte ou de La Délicatesse, David Fuenquinos, sera avec nous en fin de JT. C'est une tradition qui ne perd pas de sa popularité. La procession du Christ mort dans les rues de Monaco-Ville a encore été célébrée hier soir, jour du Vendredi Saint. Yannick Debever et Olivier Bonello ont suivi ce temps fort des fêtes de Pâques. Dans la pénombre monégasque, la statue du Christ déambule au son des musiques mortuaires portées par les pénitents de Monaco. La procession du Christ mort est une étape très importante pour tous les chrétiens. Elle intervient juste après son décès et représente sa mise au tombeau. C'est le point principal, le point sommital, on va dire, de la Semaine Sainte. Une tradition parmi tous les monégasques. C'est l'occasion de se recueillir derrière le Christ mort sur, comme on l'appelle, le gisant. Toujours présente, et ce depuis des siècles, l'archiconfrérie des pénitents veille au bon déroulement de cette procession chaque année. Au départ de la chapelle de la Miséricorde, tous les personnages de cet épisode sont représentés. Étape obligatoire sur le rocher, le passage devant le palais princier, où le souverain se recueille devant le gisant. Ce soir, c'est vraiment pour nous, c'est le sommet de l'année, c'est la procession principale. Après 1 heure de procession, le Christ mort rejoint la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. Dernière étape de ce week-end de Pâques, dimanche, est la célébration de la résurrection du Christ. Oui, et sachez que vous pourrez suivre la messe de Pâques en direct sur notre antenne demain à partir de 10h30. Un beau ciel bleu et des températures plus qu'agréables, la météo idéale en ce week-end prolongé. Nombreux sont ceux qui ont fait le choix de venir fêter Pâques à Monaco. Notre journaliste Julia Vial est d'ailleurs allée à votre rencontre pour connaître votre programme. On va balader un petit peu au parc, une petite chasse aux œufs sûrement. Moi je vois mes grands-parents et ma sœur qui est à Cannes et avec mes parents tout simplement, voilà. Moi de même je suis censée voir mes cousins lundi et voilà, passer l'après-midi en famille. On va manger en famille, on a la famille qui est là donc on va profiter en famille. Lundi on est fermé, c'est lundi de Pâques donc il faut faire le repas traditionnel quoi, voilà. On va profiter un peu de nos familles, on va cacher les œufs, nous dans nos jardins quoi, voilà. On va promener dans Monaco, tous en famille. On a des amis qui sont venus nous voir de Belgique et on va faire un grand brunch familial pour le dimanche. On va faire une chasse aux œufs, ça va. Et c'est l'anniversaire d'une des petites de mon parent en plus. Donc ça, c'est de raison de plus de le fêter. C'est vraiment presque plus important que Noël chez nous. À chaque année, on vient à Monaco. Les fêtes de Pâques, l'occasion donc de passer un moment en famille ou entre amis. Du sport à présent avec du basket. Après 2 matchs loin de ses terres, la Roca Team retrouve Gaston Médecin ce dimanche pour la 29e journée de championnat. Les Monégasques restent sur une défaite face à Dijon. Ils veulent reprendre leur marche en avant face à l'élan béarnais. Quelles sont les infos à retenir avant cette rencontre? Élément de réponse avec Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Même enjeu pour la Roca Team et l'élan béarnais, gagné après avoir perdu leur dernier match. Monaco est tombé face à une belle équipe de Dijon cette semaine, sans doute à cause de la fatigue. En un mois, Monaco aura joué 12 matchs dont 6 déplacements. Un rythme infernal même pour l'effectif pléthorique de la Roca Team. It's one after the other, rotation, bringing someone, maybe ruining the certain chemistry. Because if you change too much, of course, you're not going to be, the best face.
But as I said, this is also part of the process, and learning from losses, being ready for the next game, this is the only thing you can do. Et le prochain match sera donc face à l'élan béarnais, 4e du championnat. Une équipe en très grande forme récemment avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs, grâce notamment au meneur Brandon Jefferson, meilleur marqueur de Betclic Elite. That would be too easy if it's a one guy, the threat, you have, the team, and you have, the guys who are really finding the best chemistry together. So this is not occasionally that, they go to the finals of Cup, French Cup. This is not occasionally that they are so high in standing, Un match délicat qui arrive juste avant les playoffs d'Euroleague et forcément, les joueurs ont un petit peu la tête ailleurs. I can't lie, it's not easy because we all know what kind of situation we are. Like playoff of EuroLeague is something special and something really big. That situation, it's hard to prepare for championship, but we are doing that through the whole year, and that's how we play, and that's how we have mentally be prepared like each game to play our best, and tomorrow we're gonna get the win, and then after we will think about EuroLeague. Aucune indisponibilité n'est à relever sur ce match. Monaco-Paula Cortez, c'est ce dimanche à 19h, salle Gaston Médecin. Et nous suivrons cela de près avant d'attaquer les playoffs en Euroleague. Ils se sont envolés le 5 janvier dernier pour vivre une expérience unique en Afrique du Sud. Jens Soren Kabioche et Tristan Nardi ont intégré depuis 4 mois le Stellenbosch Academy of Sport, un camp d'excellence qui propose des entraînements intensifs de rugby auprès des meilleurs joueurs. Une opportunité en or pour les Monégasques qui a été possible grâce au président de la Fédération monégasque de rugby, Gareth Whitstock. Jens Soren et Tristan sont avec nous depuis Cape Town pour partager leur expérience sur Monaco Info. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Racontez-nous alors comment ça se passe pour vous sur place. Ça se passe plutôt bien, on a commencé à faire quelques matchs, etc. Donc on est content, on est rentré dans le vif du sujet il y a un moment. Donc ouais, plutôt cool pour l'instant. Le camp dans lequel vous évoluez est une véritable antichambre de la sélection nationale sud-africaine, hein? Exactement, on loge avec les Blitzboks, qui sont l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, qui sont actuellement en tournée au Canada. Et aussi l'académie, c'est des joueurs qui sont là pour intégrer la future équipe nationale. D'accord, vous saisissez un petit peu la chance que vous avez d'être entouré des meilleurs? Mais je pense qu'au début, on ne réalisait pas trop. Mais après, le fait de côtoyer tous les jours des joueurs professionnels, d'être entraîné par Philippe Snyman, l'ancien capitaine de l'équipe nationale, et le fait d'avoir des opportunités aussi, de jouer contre des équipes nationales aussi, parce qu'on a joué contre le Zimbabwe, contre l'Ouganda. Et on a pu un peu voir ce que c'était les grosses équipes nationales qui jouent la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde. Donc là, on a réalisé qu'on y était vraiment et qu'on touchait un petit peu au niveau, quoi. Alors, quelle est une journée type sur place? À quelle heure vous vous levez? Combien d'entraînements vous avez par jour? Généralement, on se lève à 6h45. Parce que le matin à 7h, on doit être à la salle de gym pour faire quelques tests physiques, de mobilité, on va se peser, etc. Et à 9h, 9h15, on a le premier entraînement. C'est entraînement, généralement, c'est assez spécialisé, soit attaque, soit défense. Et après, 11h, on a le deuxième entraînement rugby, qui est souvent, lui, un peu plus intense. Même durée, mais plus intense. Et après, l'après-midi, à 14h30, on a muscu. On voit, c'est un gros rythme. Les organismes suivent aussi? Au début, c'était un peu compliqué. Ouais. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais vu qu'on a un bon staff médical, moi, personnellement, ça allait. J'ai pas eu de blessure. Donc, pour moi, ça allait. Voilà. Moi, je me suis blessé il y a un mois. Je me suis blessé à la cheville. Et avec le staff, j'ai récupéré plus vite que prévu. Donc ça, franchement, c'est bien. Et après, on était bien préparés aussi, je pense. On a fait une préparation un mois avant de partir avec Christos Fiotakis, le préparateur de la Fédé. Donc je pense que ça a bien aidé aussi. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez déjà joué des matchs et vous vous êtes distingué également, hein? Oui, c'est vrai, il paraît qu'on a tapé dans l'œil un petit peu. Parce qu'en fait, à chaque fin de cycle,
c'est-à-dire toutes les 3 semaines d'entraînement. En gros, c'est des blocs d'entraînement où on travaille différentes choses. Il y a une élection il y a des élections et ils décernent des prix. Tristan a été élu magicien du groupe, c'est-à-dire qu'il peut débloquer une situation à n'importe quel moment. Et moi, j'ai eu la chance d'être élu MVP, on va dire. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce prix lors du premier bloc. On l'a compris, hein, l'objectif, c'est d'acquérir de l'expérience. C'est aussi de connaître le monde du semi-professionnel, voire professionnel pour vous? Oui, après, on a vraiment un rythme de joueur professionnel. Hein. On s'entraîne 3 fois par jour, donc c'est vraiment intéressant pour nous. Et voilà, après, on fait des matchs de haut niveau qu'on n'avait jamais fait précédemment. Par exemple, le week-end dernier, j'étais en Écosse pour un match, pour un tournoi de très haut niveau, le Melrose 7. Je suis parti avec une sélection écossaise. Donc là, c'est vrai que ça m'a permis de voir un petit peu le haut niveau parce qu'il y avait des joueurs professionnels. J'étais encadré que de joueurs professionnels, donc c'était vraiment sympa. Et à terme aussi, c'est de partager cette expérience avec vos coéquipiers du rugby? Mais ça, c'est sûr. Si on vient, c'est pour acquérir des connaissances et après pouvoir partager avec la fédération, avec les jeunes qui vont arriver dans l'équipe nationale, etc. Donc, c'est vraiment un projet sur de long terme. Et puis, on espère pouvoir aider après la fédération pour les championnats d'Europe qui arrivent ou d'autres échéances. Oui, parce que ça, c'est l'objectif aussi. C'est de remporter ces championnats d'Europe qui vous avez glissé entre les doigts. Hein. L'objectif, c'est de remporter les championnats d'Europe. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, on a fini 2e. Défaite très frustrante. Et donc, cette année, on a encore les championnats d'Europe. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les Jeux des petits États qui arrivent bientôt. En 2023. Donc, on travaille pour et on espère remporter ces Jeux-là. C'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé avec l'équipe. On suivra ça de près en tout cas. Merci les garçons d'avoir été avec nous depuis l'Afrique du Sud. Profitez bien de votre temps là-bas et de cette belle aventure. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on reste dans le sport avec la belle opération de l'AS Monaco hier soir en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Bonsoir Alexandra Pani, il s'agit d'un succès important pour les Monégasques sur la pelouse de Rennes. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Les Rouges et Blancs peuvent encore rêver au podium avec cette victoire arrachée au Stade Rennais et repartent ainsi avec 3 points de Bretagne. Les Rennais ouvrent le score à la 3e minute de jeu, mais les Monégasques ne tardent pas à répondre et égalisent. Score final en faveur de l'AS Monaco qui s'impose 3-2. Notez bien le prochain rendez-vous très attendu pour l'AS Monaco, ce sera le derby qu'il opposera son voisin l'OGC Nice le 20 avril. Dans un tout autre domaine, le Casino de Monte-Carlo vient de recevoir 2 récompenses. Oui, une belle manière de débuter l'année avec une double distinction lors d'événements internationaux, Émilie. Le Casino de Monte-Carlo a d'abord été élu Best Casino Operator à l'International Gaming Awards, puis le prix de Best Overall Casino au Casino Awards de Londres. Prendre le temps, ralentir, penser les choses d'une autre manière, c'est le sujet de l'émission 19h dimanche, Alexandra. Yann-Anthony Noguès reviendra ce dimanche sur l'urgence de ralentir. Et pour parler de ce sujet, il recevra la fondatrice de Terrae en principauté, Jessica Sbaraglia. Cette idée à présent pour occuper vos enfants en cette période de vacances scolaires. Et de manière ludique, le Théâtre des Muses propose des stages d'improvisation pour les enfants répartis en 2 groupes de 6 à 8 ans, puis de 9 à 14 ans, tous les après-midi de la semaine prochaine. Et on reste dans l'univers du théâtre avec cette représentation proposée cette semaine au Théâtre des Variétés. Il s'appelle le collectif non surtaxé. Ce sont des jeunes comédiens de la région qui présentaient cette semaine leur pièce intitulée La Dernière. Une performance mêlant scénographie, art visuel, danse, vidéo autour de la question de la maladie d'Alzheimer. Un voyage poétique à travers les 7 stades de cette maladie. Un spectacle qui était proposé au Théâtre des Variétés par le Logoscope. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Intéressons-nous à présent à la 11e édition du Salon du Livre de Monaco. Ce rendez-vous est l'occasion pour les auteurs d'échanger avec leur public. Les lecteurs sont d'ailleurs venus en nombre pour découvrir les récits de ces écrivains, certains mondialement connus, d'autres se lançant dans la grande aventure de l'écriture pour la première fois. Thomas Deus et Julia Vial sont allés découvrir les perles de ce salon.
Le 11e Salon international du livre de Monaco a ouvert ses portes ce samedi matin en présence de nombreux officiels de la principauté. Il s'est installé pour la première fois au Grimaldi Forum où plus de 160 auteurs ont répondu présents. On a un véritable vivier de talents à Monaco. Le Salon du livre est pour eux un moyen de se faire connaître. C'est une manière de prendre confiance en eux et en leurs talents. Au détour des allées de ce 11e Salon du Livre, un drapeau monégasque, nous nous arrêtons et rencontrons Vanessa Guillot. Elle a écrit une autobiographie sur la période la plus difficile de sa vie. Étant monégasque, c'est vrai que c'est faire un Salon du Livre dans son pays, c'est fabuleux. Le crayon à papier, en fait, retrace une partie de ma vie assez douloureuse que j'ai dû subir, c'est vraiment le mot, et qui aujourd'hui a fait celle que je suis. Notre œil est ensuite attiré par les illustrations de la saga Blitz de Cédric Biscay. L'auteur était aussi présent à l'exposition universelle de Dubaï. À Dubaï, ça s'est super bien passé. On avait notre espace avec les Blitz. Tous les visiteurs étrangers ont pu découvrir en fait le manga. Donc c'est aussi là encore un grand honneur que nous fait Monaco d'être présent sur le pavillon à l'Expo universelle. C'est dingue. Je suis super content d'être là, évidemment. C'est le salon emblématique de Monaco pour les livres et c'est un grand honneur en fait d'être invité une fois de plus. Pour finir, nous croisons le célèbre Bernard Werber, un fidèle de la première heure. Je reviens chaque année parce que c'est un salon que j'aime beaucoup et puis je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir et cette année on a une salle encore plus grande, j'ai dit un peu plus de confort, donc c'est assez agréable, on peut comme ça comparer et voir l'évolution. J'aime beaucoup ce salon à Monaco parce qu'aussi on est quand même près de la mer et pour nous Parisiens ça fait une sorte de petites vacances dans un décor extraordinaire. Ce 11e Salon du Livre accueillera le public jusqu'à demain, 18h, l'occasion de se trouver peut-être le roman idéal pour bouquiner durant les vacances de Pâques. Et parmi les écrivains présents à l'occasion de ce Salon du Livre de Monaco, David Fuenquinos, auteur notamment de La délicatesse de Charlotte, qui a reçu le prix Renaudot en 2014, ou encore de Numéro 2, son dernier ouvrage. David Fuenquinos est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que c'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer les lecteurs de vos ouvrages et d'échanger avec eux. C'est extraordinaire d'avoir ce moment d'échange, c'est très important. Les écrivains alternent des moments où on est dans la solitude, on écrit, puis d'autres moments où on peut partager avec les lecteurs. En plus là ici à Monaco, je ne suis pas venu depuis 15 ans. Donc voilà, c'est un plaisir de retrouver des lecteurs que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Vous présentez notamment votre dernier ouvrage, Numéro 2, aux éditions Gallimard. Comment avez-vous imaginé cette histoire ? Alors Numéro 2, le point de départ, j'ai vu un article sur le casting d'Harry Potter. Moi, je n'étais pas du tout un fan d'Harry Potter, pas un spécialiste non plus, qui racontait qu'à l'époque, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs et qu'à la fin, il n'en restait plus que 2. Ils ont hésité pendant des semaines et bon, finalement, ils ont choisi, comme on le sait tous, Daniel Radcliffe. Et j'ai immédiatement pensé à l'autre, ce petit garçon. Ça a dû être horrible, d'être écarté aux portes de la gloire et d'une vie incroyable. Donc voilà, mon roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Mais c'est pas un livre sur Harry Potter, puisque après, c'est un livre qui interroge l'échec et comment surmonter un tel échec. Voilà, c'est une réflexion sur la reconstruction. Exactement. Moi, j'ai le sentiment d'avoir écrit des livres très différents les uns des autres, que ce soit La délicatesse, Charlotte, qui était l'histoire de Charlotte Salomon qui a vécu dans la région, Le mystère Henri Pic, alterner des livres légers, des livres plus graves. Et je me rends compte que finalement, même en ayant l'impression d'écrire des livres très différents, ils parlent tous d'une forme de reconstruction, d'une vie traversée par une épreuve et comment surmonter ça. Et c'est vrai que là, mon héros qui a une vie incroyable, d'avoir raté ce casting, c'est finalement un éloge à travers ce livre des numéros 2 et de toutes ces vies qui sont barrées à un moment donné ou à un autre par une autre vie et comment surmonter ça. Comment vous est venu le goût pour l'écriture, David ? Vos premiers ouvrages est paru il y a 20 ans maintenant. Il y a 20 ans, oui, ça ne me rajeunit pas, mais moi, j'étais pas du tout issu d'un milieu littéraire, il n'y avait pas de livre chez moi. Le point de départ, vraiment, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans, et c'est vrai, comme tous ceux qui ont été gravement malades, après, on a une énergie de beauté, j'ai eu un rapport différent à la vie, je me suis mis à lire, à écrire, et donc c'est le point de départ, mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je serais écrivain, que je pourrais avoir la chance de vivre de ça. C'est vrai que le moment de bascule dans ma vie littéraire, ça a été la publication de La délicatesse, qui a rencontré un grand succès. Vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. Oui, c'était 1,5 million
d'exemplaires. Après, il y a eu Charlotte aussi, qui a été un livre très important pour moi. Et c'est bon, je me rends bien compte à quel point voilà, c'est miraculeux de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Et aussi, voilà, j'ai eu la chance de faire aussi du cinéma. J'ai fait 3 films avec mon frère, des pièces de théâtre. J'en ai une en ce moment avec Ad Merad, qui, je crois, a joué ici il n'y a pas très longtemps. Exactement. La délicatesse de l'adapter au cinéma, c'était une suite logique ou c'est une réflexion avec votre frère? Avec mon frère, on avait fait un premier court-métrage en 2005 qui s'appelait Une histoire de pieds. Un film où on voyait que des pieds, donc je crois qu'on peut s'en passer, on n'est pas obligé de le voir. Mais on cherchait un sujet. C'est vrai que quand j'ai écrit La délicatesse, c'est lui qui m'a dit mais voilà, on a trouvé, c'est ça qu'il faut faire. Après, je me suis embarqué dans l'écriture du scénario sans penser qu'on aurait l'incroyable privilège d'avoir Audrey Tautou, de la convaincre. Et c'est vrai qu'elle nous a vraiment donné un grand coup de pouce à l'époque, parce que le film a pu se monter. Et puis le duo avec François Damiens, voilà, c'est une époque inoubliable pour moi, ça a été magique. C'était il y a 10 ans. Après, on a fait un deuxième film, Jalouse, avec Karine Viard. Et puis l'année dernière, Les Fantasmes. Les Fantasmes, où vous avez réuni Carole Bouquet et Monica Bellucci au lit. Là, c'est vraiment... Oui, c'est ça, entre autres. Voilà, c'est un film avec plein d'acteurs, et notamment le duo, les 2 James Bond girls, voilà, Carole Bouquet et Monica Bellucci, voilà, qui ont un fantasme lié à la mort. Voilà, je vous en dis pas plus. S'il y avait un livre à retenir, David, dans votre carrière, ça serait peut-être Charlotte, qui a été récompensée par le prix Renaudot en 2014, ou un autre? Bah non, vous tombez pile, voilà. C'est vrai que c'est le livre de ma vie, hein. J'ai mis 8 ans à l'écrire. J'ai été fasciné par cette femme qui est pour moi un exemple de courage, d'intelligence. C'était une artiste peintre qui est morte à 26 ans, déportée. Voilà, elle était dans la région, elle était en exil à Villefranche-sur-Mer, à Nice, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et j'étais désespéré de voir à quel point elle était oubliée. Et c'est vrai que l'accueil incroyable de ce livre, notamment avec le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens, qui est un prix qui me tient particulièrement à cœur, fait que voilà, le livre est beaucoup étudié à l'école. Et les gens, au-delà de mon livre d'ailleurs, maintenant connaissent Charlotte Salomon. Et c'est une aventure qui est unique dans ma vie littéraire. Alors voilà, j'ai écrit d'autres livres depuis, mais vous avez raison, c'est sûrement celui qui me tient le plus à cœur. Eh bien, merci beaucoup, David Fuenquinos, d'avoir été avec nous à l'occasion de votre présence sur le Salon du Livre. Et puis, vous serez de retour en Principauté le 30 juin pour les rencontres culturelles de l'hôtel Métropole. Oui, je suis vraiment ravi d'abord de revenir. J'ai connu Monaco à l'époque il y avait un salon de cinéma et littérature vers 2005-2007. J'étais pas revenu depuis. Donc voilà, le salon ce week-end avec une très très belle ambiance et beaucoup d'auteurs formidables. Je vous conseille de venir. Et le plaisir voilà, de revenir le 30 juin à l'hôtel Métropole. Et en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir partagé. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour ce dimanche de Pâques, Alexandra? Il faudra compter sur un temps plutôt couvert pour la chasse aux œufs. Il soufflera une petite brise et les températures se rafraîchiront avec 17 degrés d'annoncé au plus chaud de la journée. Dimanche, nous fêterons la Saint-Anicet. Et vous n'oublierez pas de nous ramener des œufs en chocolat, Émilie, n'est-ce pas? Bien sûr, Alexandra, je n'y manquerai pas. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, les experts vous donnent rendez-vous à 20h30 pour débriefer les 2 demi-finales du jour au Rolex Monte Carlo Masters. On se quitte avec un autre sport de balle, le padel et l'APT Tour qui fait escale en Principauté. Photo signée Michael Alési. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of.